Bonjour à tous, vous êtes bien sur le site La Biologie pour tous et vous regardez le numéro 29 des temps forts de la recherche. Donc nous allons voir cette semaine le numéro du 29 février 2024 de Nature. Donc comme chaque semaine, nous allons nous intéresser à trois sujets qui ont pour moi marqué l'actualité scientifique. Et la plupart de ces informations sont issues de l'hebdomadaire Nature, qui est publié par Springer Nature. Donc en ce qui concerne notre premier sujet de la semaine, donc l'ARN dans les thérapies génétiques, une approche plus sécurisée. Donc avant de commencer, cet article est disponible en libre accès sur le site de Nature, donc si vous voulez le lire en même temps, c'est possible. Donc nous allons aborder pour cette première actualité de la semaine la modification génétique. Cela fait suite à l'actualité où trois nouvelles techniques ont été autorisées par les autorités de santé américaines pour le lancement des tests cliniques. Leur autorisation est une voie potentielle vers des traitements plus sûrs, n'engendre pas de modification irréversible de l'information génétique. Afin de permettre à tous de saisir leur fonctionnement, je vais vous détailler chacune des techniques autorisées. Donc, les techniques qu'on va présenter aujourd'hui reposent sur la modification de l'ARN, contrairement à CRISPR qui cible l'ADN. Dans le cas où ce que je viens de vous dire est totalement inconnu, un petit rappel va s'imposer. Pour commencer, presque toutes les cellules de notre corps ont en leur noyau le génome de l'individu, aussi appelé ADN. ADN veut dire acide désoxyribonucléique, mais le plus important est qu'il est composé de 4 bases différentes. A, T, C, G pour adénine, thymine, cytosine et guanine. Ces 4 bases sont les briques élémentaires de notre génome qui, sous la forme d'ADN, forment des chromosomes, porteurs d'informations génétiques, comme vous pouvez le voir sur l'image. L'ADN peut également permettre la synthèse d'ARN, donc acide ribonucléique, qui est notamment clé pour la synthèse des protéines. Il est l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Du fait que l'ADN ne peut se déplacer du noyau, il faut un messager, l'ARN M, qui est ici un ARN spécialement fait pour le messager, afin de transmettre l'information de synthèse dans les différents organites de la cellule et permettre ainsi la production de la protéine. Pour différencier l'ADN de l'ARN, cela est très simple. L'ARN ne possède qu'un brin. Il code uniquement pour le gène de la protéine et il est composé de bases comme l'ADN, mais la thymine est remplacée par l'uracile, donc AUCG. Donc l'ADN peut être utilisé de plusieurs façons différentes au sein de notre corps, soit pour créer une copie de lui-même lors de la réplication de l'ADN, afin de distribuer le résultat équitablement entre deux cellules filles, aussi appelées mitoses. Donc ici on part par exemple d'un brin d'ADN, enfin d'un chromosome, on va en obtenir deux, voilà. Et ensuite, seront se partager. Notre code génétique peut également être transcrit en ARN, comme présenté plus haut. Il en existe plusieurs types, ARN-T, ARN-M, ARN-R, etc. Mais nous allons nous concentrer sur les ARN-M qui interviennent lors de la synthèse de la protéine. La création d'un ARN nécessite deux étapes, où notamment les parties non codantes sont supprimées, les introns. On appelle cela la maturation. Lorsque celui-ci est prêt à être traduit en protéine, il est pris en charge par l'ARN-R qui vont procéder à la synthèse de la protéine à partir d'acides aminés selon le plan de l'ARN M. Donc, ici, pour la transcription de l'ARN, donc on part d'un chromosome qui aurait pareil que le double brin d'ADN, juste en version condensée, resserrée. Donc, l'ADN va nous permettre d'obtenir un ARN, donc bien un simple brin où justement les thymines sont remplacées. Ensuite, l'ARN M est traduit de l'ARN M en protéines, pas justement les ARN ribosomiques. Mais bon, ça c'est un détail. Donc, suite à ce petit rappel, il est maintenant plus clair que les techniques sur l'ADN sont bien plus dangereuses de par la modification définitive que cela engendre sur le génome. Néanmoins, cette approche reste valable pour les maladies de type génétique où un gène est peu ou pas fonctionnel afin d'apporter une réponse pérenne pour le patient. Donc, ici l'avantage de ces techniques donc, sur les ARN, c'est de pouvoir fournir une réponse rapide et plus sûre aux patients, du fait que l'ARN est une molécule de transit. Elle ne reste pas opérationnelle très longtemps après sa synthèse, environ une vingtaine de minutes à peu près. Les techniques de modification de l'ARN qui sont autorisées aujourd'hui sont plus ou moins différentes les unes des autres. Donc, en ce qui concerne la première, la première consiste simplement à modifier une base. Donc ici, on va prendre comme exemple la base A, l'adénine, qui vont être en fait modifiées. Donc, dans le cas où justement la molécule contient ces bases directement dans son code génétique, le souci c'est que la traduction de l'ARN M en protéine permet d'obtenir certes une protéine mais qui est non fonctionnelle. Donc elle ne va pas pouvoir fonctionner.
Ici, ce qu'a fait l'équipe, donc c'est l'équipe de l'entreprise Wave Life Science de Cambridge. Donc ils ont essayé en fait de voir si la modification de la base A en inosine, donc c'est un précurseur de l'adénine, c'est-à-dire que c'est celui qui va juste avant elle permettre de l'obtenir. Par exemple, on va partir de l'inosine pour obtenir l'adénosine. Ils veulent essayer de résoudre le problème induit par la alpha-1 antitrypsine, AATD, qui protège normalement les poumons des pollutions et irritants extérieurs. Or, la production, là, ici, telle qu'elle, permet d'obtenir une protéine non fonctionnelle, donc qui ne protège pas. Et là, l'utilisation de l'enzyme, donc c'est une enzyme assez particulière, hein, c'est l'adénosine désaminase, qui va échanger l'adénine de l'ADN par une inosine, son précurseur. Donc, cette technique est notamment utilisée par l'équipe de Wave Life Science de Cambridge afin de résoudre un trouble qui est induit par un déficit en alpha-1 antitrypsine, AATD, qui protège normalement les poumons des irritants extérieurs et pollution. Or, ici, on voit bien que ça, c'est le cas de la normale, on va dire, avec le déficit en alpha-1 antitrypsine, on voit bien qu'on obtient une protéine non fonctionnelle à la suite de la traduction, donc à partir de l'ARN M. Or, les équipes de recherche ont utilisé donc l'adénosine désaminase, donc sur l'ARN M, ce qui va nous permettre d'obtenir donc un ARN avec des adénosines modifiées en inosine, qui nous permet d'obtenir derrière une protéine fonctionnelle. Voilà. Et grâce à cette technique-là, l'équipe de recherche donc, de Wave Life Science de Cambridge a permis d'obtenir 50% de protéines fonctionnelles à la suite du traitement par l'adénosine désaminase. Donc ça permet de rendre quand même possible la production sans agir sur l'ADN, ce qui est un net avantage. Donc, et les tests cliniques pour la sécurité de ce traitement, pour évaluer sa sécurité, sont en cours depuis décembre dernier. Et donc les résultats ne devraient pas trop tarder. Ensuite, en ce qui concerne notre deuxième technique, donc elle va agir sur un ensemble de blocs cette fois-ci, qu'on va appeler exons, et qui sont des parties qui contiennent une information pour la synthèse de la protéine. Voilà. C'est la partie non codante, donc tout ce qui est entre les exons sont des introns. Voilà. Et ça, ce sont les parties non codantes qu'on va enlever. Donc c'est pour ça qu'on obtient un ARN M ici mature, et ici c'est un pré-ARN M avec les introns. Alors, donc développé par l'entreprise Acidan Therapeutics, localisée à Boston, cette thérapie vise à corriger les modifications génétiques qui induisent l'apparition de la maladie Stargardt. Cette maladie se traduit par une perte de la vision due principalement à un seul gène qui code pour une protéine de la rétine et qui la protège. Les molécules présentes dans le médicament est, selon l'entreprise, capable de corriger 22 exons en une seule fois. Comment ça fonctionne plutôt? Donc ici, on a la version sans traitement. Les exons 1 et 3 sont mal codés, ils ont un souci, qui fait que leur maturation puis la traduction de l'ARN M en protéine donne une protéine qui va être non fonctionnelle. Or, la technique utilisée par Acidan Therapeutics, c'est donc, on n'a pas le nom, c'est juste que c'est un brin d'ADN qui est utilisé et qui va en réalité remplacer les exons qui sont défaillants par de bons exons directement. Et justement, le principe même, c'est qu'ils vont se substituer à la place des exons mal recombinés. Ils vont les remplacer directement dans le pré-ARN. Et ce qui va se passer donc à la maturation, on obtient donc un ARN M avec les bons exons. Ce qui nous permet donc d'obtenir derrière une protéine qui va être fonctionnelle. Voilà, donc comme je le disais, selon l'entreprise, la molécule serait capable de corriger 22 exons en une seule fois. En ce qui concerne la dernière thérapie, elle est un peu particulière parce que l'approche est ici de ne pas soigner une cellule, mais d'impliquer sa mort cellulaire. Les équipes de recherche de l'entreprise Rhizomic ont décidé d'induire la mort d'un type cellulaire bien particulier et qu'on cherche à annihiler, les cellules cancéreuses. Pour ce faire, ils ne vont pas utiliser la machinerie cellulaire classique de la cellule, mais un brin d'ARN appelé ribozyme. Sa faculté, c'est qu'il est capable d'insérer à des endroits bien précis des fragments d'ARN qui vont coder pour une toxine. Mais cette fois-ci, cette toxine va être donc insérée dans les ARN M, mais émis par les cellules cancéreuses. Donc, afin d'être sûr de cibler particulièrement les cellules cancéreuses, le ribozyme va insérer son chargement uniquement où dans les séquences d'ARN associées à la croissance tumorale. Donc, comment ça se passe? On part donc d'un ARN M qui, donc, théoriquement, provient d'une cellule cancéreuse. Donc cet ARN M, on va y appliquer le ribozyme qui va donc venir et
on va dire que la zone d'insertion se situe entre l'exon 2 et l'exon 3. Pour l'étal cargo, c'est justement, comme il l'appelle dans l'application, le code pour la toxine. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en effet, donc, le ribosome arrive, il insère bien son cargo dans l'ARN M de la cellule cancéreuse, la traduction se fait, on obtient bien une protéine, et avec une toxine qui induit la mort cellulaire. Mais le petit détail, c'est qu'il est important de préciser que les facteurs qui sont associés à une croissance tumorale sont des gènes qui sont présents dans notre génome, naturellement, et qui sont juste détournés par un système tumoral afin d'avoir une croissance hors norme. Mais ces facteurs sont des facteurs présents naturellement et utilisés dans notre corps tout au long de notre processus de vie, de l'enfance jusqu'à notre mort. Alors, une approche de ARN-M semble une façon plus sûre d'agir dans le futur en attendant un perfectionnement de nos méthodologies d'édition du génome, mais à ne pas oublier que cela peut quand même avoir des conséquences, voilà, n'est pas sans risque. Ensuite, en ce qui concerne notre deuxième sujet, donc la lumière pour apaiser le cœur. Donc, on va aborder le sujet des pacemakers. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, on va faire un petit rappel, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, on va voir, donc c'est le titre qui m'avait pas mal intrigué, c'est justement l'utilisation de la lumière pour rétablir le rythme cardiaque. Donc, c'est une sorte de pacemaker lumineux, si vous préférez. Donc, comment ça marche déjà un pacemaker? Donc, juste par ce petit schéma, vous pouvez le voir. Donc, c'est un petit dispositif qui normalement s'applique sous la peau ou directement sur la peau au niveau des pectoraux. Et ensuite, vous voyez, donc il y a un petit dispositif, un petit sensor qui part de là, qui se divise en 2 ou 3 selon les modèles, et qui peut en fait aller se fixer à des endroits très particuliers du muscle cardiaque pour en fait être capable de délivrer tout le temps, constamment, de façon très fréquente et selon le rythme cardiaque, une décharge électrique qui va initier, si besoin, une contraction musculaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur n'est pas dirigé par le cerveau en termes de battement, c'est ses propres cellules musculaires, donc le myocarde, le tissu musculaire, qui va permettre en fait par son impulsion, sa propre contraction, la contraction des autres cellules. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait sans notre volonté. C'est un dispositif qui doit rester actif constamment, hein, prendre le relais si besoin, même s'il le fait tout le temps. Il envoie tout le temps une petite décharge. Et ici, une équipe de chercheurs a décidé de chercher à améliorer cette technique-là en supprimant les éléments potentiellement défaillants, donc tels que la pile et autres parties électroniques, hein, du dispositif. Le dispositif a été testé avec succès lors des expérimentations. Donc là, on parle du nouveau pacemaker, le pacemaker lumineux. Ici, c'est un dispositif qui est semblable au pacemaker, comme vous pouvez le voir, sauf que l'impulsion électrique est réalisée par un faisceau lumineux, par laser, sur une surface préalablement préparée, avec un revêtement en silicone qui entoure le cœur et qui permet une conduction de la lumière en énergie électrique. Et en fait, pour réaliser cette enveloppe qui entoure le cœur, les chercheurs ont dû cartographier le tissu cardiaque afin de déterminer justement les points qui sont les plus pertinents à cibler avec le laser. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce revêtement-là, c'est pour en fait avoir une matrice de où frapper avec le laser. Vraiment bien fonctionné sur les expérimentations animales. Donc dans un premier temps in vivo chez la souris, puis lors d'endoscopies et d'opérations à cœur ouvert réalisées sur des cochons. Donc c'est ici le petit point négatif. Ça démontre que c'est faisable, mais les opérations, ce sont des endoscopies et opérations à cœur ouvert. Donc c'était facile de mettre le dispositif de lumière. Or, il est quand même assez conséquent. Or, le souci supplémentaire ici est comment délivrer le faisceau lumineux au cœur sans y accéder. En effet, le souci ici est que c'est dans le cadre d'opérations avec un cœur ouvert, etc. Donc il n'y a pas besoin de chercher à implanter le dispositif dans le vivant. Et donc sans être trop intrusif, etc. etc. Même si là, du coup, là, c'est très intrusif vu que le dispositif lumineux est quand même assez important. Il faut, pour ça, notamment l'opération à cœur ouvert, ils ont dû le mettre entre les côtes de la cage thoracique pour la faire rentrer. Donc c'est quand même assez important. Donc pour le moment, c'est pas trop utilisable, surtout qu'il faut rappeler que le pacemaker est quand même un dispositif médical qui peut être installé en anesthésie locale. Donc c'est très simple à faire. C'est vraiment une opération qu'on appelle maintenant bénigne. Et maintenant, le souci supplémentaire est comment délivrer le faisceau lumineux au cœur sans y accéder. On se concentre vraiment sur le cœur, mais on ne prend pas en compte tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça le problème de ce dispositif. C'est que chez les personnes vivantes, sans être trop intrusif dans l'installation du dispositif, en essayant ne serait-ce que de mettre la lumière sur le cœur, sur l'enveloppe en silicone, c'est déjà très compliqué vu que le cœur est entouré de tissu.
Donc c'est quand même très compliqué. Pour l'instant, on a vu que c'était faisable. Surtout qu'il ne faut pas oublier l'échange de rejet. C'est-à-dire que là, l'opération s'est faite à cœur ouvert, la pose n'a pas été prolongée dans le temps, mais le revêtement en silicone peut potentiellement impliquer un risque de rejet. Comme vous l'avez compris, ce dispositif est quand même novateur, certes, mais pas aussi fiable et accessible que le pacemaker conventionnel, mais son potentiel d'action est bien plus grand avec une potentielle application aussi au niveau musculaire, neuronal. Justement, ce que les chercheurs ont démis, c'est peut-être la possibilité d'utiliser ces dispositifs ailleurs, un flux électrique avec ce genre d'interface, etc. Peut-être par exemple posé sur un muscle, en périphérie du cerveau, ou voilà. Donc en ce qui concerne notre troisième sujet, donc une séquence d'ADN mobile explique la perte de notre queue chez l'homme, donc la queue postérieure, afin de mieux comprendre quand et comment nous avons dérivé des primates dans notre évolution avec nos cousins les grands singes. Et ces dernières recherches vont permettre peut-être d'expliquer le pourquoi et comment nous l'avons perdu. Donc pourquoi cette caractéristique physique est-elle si importante? Car dans l'ensemble du règne animal, et chez les mammifères, la présence d'une queue postérieure peut être observée à certains moments du développement. Même chez l'homme, il est encore observable à la fin du cycle embryonnaire, vers la 8e semaine environ de gestation, qu'il y a la présence d'un reste, classé c'est 10 semaines, mais juste ici, en fait, on peut encore voir vraiment le bout de la colonne vertébrale qui est après le bassin. Donc, il est encore majoritairement admis que cette perte a induit une façon différente de marcher chez l'homme, et donc peut-être sa façon de faire d'être bipède. Donc l'équipe de recherche de Boxia a détecté un fragment qui a été modifié au cours de notre évolution et qui semble être impliqué dans la perte de cette caractéristique physique. Afin de confirmer leurs hypothèses, ils ont comparé la séquence suspectée avec cette même séquence chez plusieurs primates. La réponse n'était pas dans les parties codantes de l'ADN, parce qu'il y a de la régulation qui peut se faire au niveau de l'expression génétique, etc., etc. Parce qu'en effet, la réponse n'était pas dans ces parties codantes, mais dans les parties non codantes. Un gène, comme on l'a vu tout à l'heure, est composé d'exons et d'introns. Les exons, les petites cases de couleur là en orange, sont des parties codantes. ALU n'est pas un exon, c'est un intron. Il n'est pas censé être codé. Il est là, il fait partie des introns, mais il peut avoir une action sur la suite de la transcription et de la maturation, etc. de l'ARN. Ce qui va se passer dans les régions proches du gène TBXT, qui va être aussi appelé brachyurie, qui veut dire petite queue, car ces mutations ont souvent été associées à un phénotype anormal au niveau de la queue, c'est-à-dire un raccourcissement des fois de la queue chez de nombreuses espèces, quand ce gène avait une défaillance. Les chercheurs ont découvert donc dans la région de ce gène TBXT, ils ont découvert la présence d'un petit élément, on va appeler ALU, et qui est un petit fragment d'ADN de 300 paires de bases. Ce petit fragment, présent normalement en un seul exemplaire chez les primates, sauf chez les grands singes, où deux de ces éléments sont de part et d'autre de l'exon 6, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est pas moi qui me suis trompé dans mon image, le code est vraiment à l'envers. On peut constater en fait que vraiment le brin n'est pas dans le bon sens. Il est collé, il s'est mis dans le mauvais sens. On va le voir plus tard, et ça a son importance. Or, ce type de structure peuvent créer des boucles. Ça, on va le voir plus tard. Ces boucles vont en fait vraiment comme une chaussure, faites une boucle avec votre lacet. Ce qui se trouve dans la boucle disparaît. La boucle est coupée. Ils vont réaliser l'expérimentation, donc on a donc l'élément spécifique ALU au grand singe. Ce qui se passe, voilà, comme je le disais, donc c'est que ça, on a les deux versions qui coexistent. Une version où c'est possible que ALU n'interagisse pas, mais c'est possible qu'ALU interagisse. S'il interagit, il y a un découpage qui va se faire. Donc, un épissage des introns de l'ARN messager derrière. Donc on aura deux versions. Une longueur complète, qui permet donc d'avoir un phénotype tout à fait normal, une queue postérieure, et une version alternative. Pour savoir ce que ça implique, il faut faire plusieurs tests. C'est ce que vont faire les chercheurs. Les chercheurs derrière ont testé ça sur des souris. Ils ont pris des souris qui présentent l'ARN sans l'exon 6, mais uniquement celui-là. C'est-à-dire que vraiment, ils ont supprimé l'exon 6 de l'ADN des jeunes souris. Ce qui se passe, c'est que les jeunes souris n'ont même pas atteint la naissance. Le développement s'est arrêté. Après, ils ont fait donc chez des souris, ils ont pris le gène ALU responsable de cette forme de boucle, et ils l'ont inséré chez des souris. Donc normalement, des souris ne l'ont pas. Des souris, normalement, sont avec la forme complète de leur queue. Et ils ont remarqué plusieurs choses. Vu qu'il y a l'expression des deux qui a lieu, des deux gènes, entre guillemets, et bah les phénotypes varient, allant de l'absence de queue à une queue tout à fait normale. D'où ça provient cette variation-là, c'est qu'il faut imaginer que l'insertion de ALU n'est peut-être pas parfaite. Donc, soit c'est exactement comme ici, soit c'est un problème de protocole, ce qui n'a pas l'air d'être le cas si nous avons refait l'expérience. Ce qui peut essayer de passer, c'est du fait que nous avons ces deux versions-là qui coexistent avec ce gène-là,
C'est-à-dire que la version ALU n'est pas obligée d'interagir constamment. Elle ne coupe pas forcément. Donc on a les deux vraiment qui existent. Ok. En même temps. Ce qui veut dire que la souris peut très bien avoir un gène qui va, entre guillemets, donner cette forme-là, et un autre qui va donner celle-là. Donc, on aura les deux versions de la protéine. Ce qui explique ça varie. Ça peut aller du pas de queue, une queue tout à fait normale. Ça peut venir de là. D'autres mécanismes ont sûrement lieu à d'autres niveaux et doivent sûrement participer à la régulation de ce gène. Néanmoins, cette découverte nous éclaire sur comment l'homme a pu perdre cette caractéristique physique. Nombreuses sont les hypothèses qui supposent que cela est dû à un avantage évolutif qui aurait permis à ceux qui ont eu cette différence d'être avantagés par rapport à ceux ne l'ayant pas, notamment le fait d'être bipède. Donc c'est tout pour moi pour ces 3 informations de la semaine. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette petite vidéo, si vous avez des remarques, et j'aimerais tester quelque chose pour ceux qui sont encore là. Dites-moi en commentaire aussi si cela vous intéresse ou pas, qu'une publication de la vidéo a lieu un dimanche plutôt qu'un mercredi en plein milieu de semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et merci beaucoup pour votre écoute.